Le classique d'action et de science-fiction de 1987, Predator, s'impose comme l'un des films de monstres les plus cultes d'Hollywood. Une course-poursuite dans la jungle, alimentée à la testostérone, qui a donné naissance à une franchise et a définitivement établi le statut d'Arnold Schwarzenegger comme l'ultime héros des films d'action. Mais sous les explosions, les répliques cultes et ce design extraterrestre emblématique se cache une œuvre cinématographique bien plus complexe que la plupart des spectateurs n'ont jamais vraiment appréciée. Les acteurs et l'équipe ne faisaient pas qu'un simple film d'action. Ils étaient engagés dans un pari créatif à haut risque qui a failli s'effondrer à plusieurs reprises. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur cet affrontement dans la jungle n'était que la couche superficielle? Et si la véritable bataille n'était pas celle qui opposait des commandos à un chasseur extraterrestre, mais plutôt celle qui se déroulait entre un réalisateur visionnaire, un studio qui ne comprenait absolument pas sa vision, et une distribution poussée jusqu'à ses limites physiques et psychologiques les plus extrêmes? Et si l'élément le plus crucial pour la réussite de ce film n'avait même pas fait partie du plan initial? Tirons le rideau sur l'un des classiques de science-fiction les plus emblématiques et intemporels du cinéma et mettons en lumière les circonstances exceptionnelles qui ont forgé chaque plan que vous contemplez à l'écran. Les décisions de production étonnantes, les catastrophes évitées de justesse, ainsi que les innovations techniques en coulisses qui ont à jamais transformé la manière dont les films d'action seraient conçus et réalisés. C'est l'histoire cachée qui va transformer à jamais votre vision de Predator. La révélation centrale que la plupart des fans n'ont jamais saisie à propos de Predator, c'est qu'il représente la collision parfaite entre une vision artistique délibérée et une improvisation créative désespérée. Alors que le public perçoit un thriller d'action parfaitement fluide et sans accroc, ce qu'il regarde en réalité est le résultat d'une production qui a constamment vacillé au bord de la catastrophe, sauvée à plusieurs reprises par la capacité incessante de l'équipe et des acteurs à résoudre les problèmes et par un réalisateur qui a refusé de faire le moindre compromis sur son approche très peu conventionnelle. Le film, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est issu de 3 éléments fondamentaux que l'équipe de production a soigneusement dissimulés aux yeux du public. Premièrement, l'abandon total et la refonte complète de la créature extraterrestre alors même que le tournage avait déjà débuté. Deuxièmement, une approche tout à fait novatrice de la chorégraphie des scènes d'action qui considérait la jungle elle-même comme un personnage à part entière. Et troisièmement, un creuset physique et psychologique délibérément conçu que le réalisateur a créé pour sa distribution, qui reflétait l'histoire même qu'il racontait. Derrière la performance iconique de Schwarzenegger en tant que Dutch se trouvait une production où les acteurs ne faisaient pas que jouer des soldats d'élite, ils ont été forcés de le devenir. Le réalisateur John McTiernan ne voulait pas que les acteurs fassent semblant d'être une unité militaire. Il avait besoin qu'ils se transforment en une véritable unité avant que ses caméras ne tournent. Cette approche philosophique du cinéma, plus que n'importe quel effet spécial, est ce qui a distingué Predator de ses contemporains et a créé la tension authentique qui résonne encore des décennies plus tard. Ce qui a commencé comme un concept relativement simple, un Rambo face aux aliens, a évolué vers quelque chose de bien plus sophistiqué, une expérience cinématographique qui allait influencer le cinéma d'action pour les décennies à venir. Mais y parvenir a exigé un parcours presque aussi éprouvant que celui dépeint à l'écran. Arnold Schwarzenegger est arrivé sur le plateau de tournage de Predator, au sommet absolu de sa puissance de star. L'ancien champion de culturisme s'était brillamment transformé en la star de films d'action la plus rentable d'Hollywood, grâce à ses rôles dans les franchises Terminator et Conan. Son image publique était plus grande que nature, il était perçu comme invincible, inarrêtable, presque surhumain. Cependant, la réalité sur le lieu de tournage racontait une toute autre histoire. Des membres de l'équipe ont révélé qu'Arnold Schwarzenegger était profondément préoccupé par le potentiel du long-métrage, particulièrement après avoir découvert le design initial de la créature. Loin de la superstar confiante en coulisses, Arnold élaborait activement des stratégies pour protéger sa carrière si le projet s'effondrait. L'homme qui projetait l'invincibilité à l'écran consultait discrètement des producteurs au sujet de clauses de sortie potentielles dans son contrat. Quand j'ai vu le premier costume d'Alien, j'ai immédiatement appelé mon agent, a admis Schwarzenegger plus tard. J'ai cru qu'on était en train de faire une erreur fatale à notre carrière. Carl Weathers, qui incarnait Dillon, est arrivé avec son image de dur à cuire, soigneusement travaillée, tirée des films Rocky. Pourtant, sur le plateau, Weathers s'est révélé être le véritable centre intellectuel de la distribution, discutant fréquemment des fondements philosophiques du scénario, remettant en question les scènes qui manquaient de toute cohérence logique et servant de diplomate improvisé entre les factions créatives en conflit. Le contraste le plus marquant était sans doute Jesse Ventura, dont le personnage de Blaine, au style si grandiloquent, a prononcé des répliques parmi les plus mémorables du film. L'ancien Navy SEAL est
et ce catcheur professionnel a bâti sa personnalité publique sur la bravade et le machisme. Pourtant, les autres membres de l'équipe le décrivaient constamment comme le plus vulnérable et le plus ouvert de tout l'ensemble. Il était le premier à admettre quand il luttait contre les conditions éprouvantes et celui qui s'enquérait souvent du bien-être des autres quand les caméras ne tournaient pas. Derrière chaque personnage se trouvait un acteur qui devait gérer non seulement un tournage des ficelles, mais aussi la pression écrasante des attentes des stars d'action des années 80, un fardeau qui finirait par éloigner plusieurs membres du casting d'Hollywood pour de bon. En février 1987, après 5 semaines de tournage, les dirigeants de la 20th Century Fox ont visionné les premières images et ont pris une décision sans précédent. Ils allaient complètement abandonner le design original du Predator et arrêter la production pour construire quelque chose d'entièrement nouveau. Un pari d'1,5 million de dollars qui a ajouté plusieurs mois au calendrier de tournage. Ce que la plupart des spectateurs n'ont jamais réalisé, c'est que Predator, tel que nous le connaissons, n'a presque pas existé du tout. L'entière production du film reposait sur une seule décision qui paraissait catastrophique à l'époque, l'abandon total du design original de la créature après que le tournage ait déjà commencé. Le Predator original n'avait rien à voir avec le chasseur que nous connaissons aujourd'hui. Le costume initial présentait une créature à long cou, ressemblant à un insecte, avec une tête de chien et des pattes pliées vers l'arrière. Le costume était porté par l'artiste martial belge Jean-Claude Van Damme, qui avait été engagé spécifiquement pour ses prouesses au combat. Van Damme était malheureux dans le lourd costume rouge et ne comprenait pas pourquoi ses compétences en arts martiaux n'étaient pas utilisées. « J'étais dans ce costume rouge ridicule, dont je ne voyais rien », se souvint plus tard Van Damme. « On ne m'a jamais dit que la créature était censée être invisible la plupart du temps. » Lorsque les premières images ont été assemblées, les dirigeants du studio ont été horrifiés. Le costume semblait maladroit à l'écran, manquait de menace et ne parvenait pas à transmettre la puissance prédatrice exigée par le scénario. Dans une décision presque inédite à Hollywood, la production fut temporairement arrêtée. Van Damme fut retiré du projet et la légende des effets spéciaux, Stan Winston, fut appelé pour créer une toute nouvelle créature, les coûts de production augmentant de jour en jour. Winston, fort de son succès avec Aliens, a complètement réinventé le chasseur, puisant son inspiration dans un commentaire de James Cameron concernant les mandibules et intégrant des éléments suggérés par les membres du casting eux-mêmes. Winston a conçu le design emblématique que nous connaissons aujourd'hui, un véritable coup de maître qui a transformé le film d'un désastre potentiel en un classique du cinéma. Ce sauvetage de dernière minute représente l'un des plus grands tournants créatifs d'Hollywood. Si le studio avait choisi la voie la plus sûre, en conservant le concept initial pour économiser de l'argent, Predator aurait probablement disparu dans les oubliettes de l'histoire, plutôt que de lancer une franchise s'étendant sur plusieurs décennies. Predator, situé dans la jungle mexicaine près de Puerto Vallarta, n'était pas qu'un simple lieu de tournage. C'était un véritable terrain d'essai impitoyable qui brisait les corps et forgeait les volontés. Ce que les spectateurs n'ont jamais vu, c'est la réalité exténuante qui a façonné chaque image de ce film qu'ils aiment tant. Les acteurs ont enduré un camp d'entraînement commando brutal avant le tournage, dirigé par le conseiller technique militaire Gary Goldman. Pendant 2 semaines, ils ont dormi à la Belle Étoile, appris des mouvements tactiques et effectué un entraînement physique éreintant sous la chaleur de la jungle. Le réalisateur John McTiernan ne cherchait pas que des acteurs qui pouvaient jouer des soldats. Il a exigé qu'ils deviennent une unité fonctionnelle. Après le premier jour, je ne pouvais plus bouger mes jambes, se souvient Bill Duke. J'ai cru que j'allais devoir abandonner le film. Mais ensuite, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que tout le monde souffrait aussi. La jungle elle-même est devenue un adversaire bien plus redoutable que n'importe quel alien imaginé par le scénario. Les acteurs ont combattu la dysenterie, une faune dangereuse et des températures dépassant régulièrement les 38 degrés Celsius en tenue militaire complète. Schwarzenegger a perdu plus de 11 kilos pendant le tournage. Sonny Landham était si explosif que le studio a engagé un garde du corps, non pour le protéger, mais pour protéger les autres de lui. Le plus difficile fut les tournages de nuit, où la production luttait contre les éléments et un moral en rapide détérioration. L'équipe travaillait souvent 18 heures par jour dans la boue, le matériel tombant fréquemment en panne à cause de l'humidité. Quand les caméras ne tournaient pas, les médecins traitaient de tout, des chevilles tordues aux chutes graves et à la quasi-hypothermie due aux scènes d'eau répétées. Pour la célèbre scène où l'équipe descend en rappel la cascade, les acteurs ont réalisé leur propre cascade, descendant de 70 pieds le long de la paroi d'une vraie chute d'eau.
chute d'eau, pas de doublure, pas de filet de sécurité sous le cadre. La peur sur leur visage n'était pas jouée. C'était la réaction authentique d'hommes poussés à leurs limites physiques et qui pendaient maintenant à des cordes au-dessus d'une chute mortelle. Pourtant, au sein de ce creuset, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les acteurs se sont véritablement transformés en l'unité soudée qu'ils étaient censés incarner. La souffrance partagée a forgé un lien authentique qui émane de l'écran, une fraternité qu'aucune performance d'acteur n'aurait pu fabriquer. Le génie de Predator réside dans des éléments de narration visuelle si subtilement élaborés que la plupart des spectateurs les manquent complètement, même après de multiples visionnages. Ces choix artistiques délibérés transforment le film d'un simple véhicule d'action en une leçon magistrale de communication visuelle. Le premier élément est la progression chromatique intentionnelle du film. Le chef décorateur John Villon et le directeur de la photographie Donald McAlpine ont conçu un véritable voyage visuel qui se transforme subtilement au fil de l'œuvre. Les premières scènes se distinguent par une palette de couleurs très diversifiée, avec les uniformes et l'équipement varié de l'équipe, formant une véritable tapisserie de verts militaires, de brun et de bleu. À mesure que les personnages sont éliminés, la palette de couleurs se rétrécit. Au dernier acte, quand Dutch affronte le Predator seul, le champ visuel a été délibérément réduit à de simples tons terreux et au rouge sang, un renforcement visuel de la bataille de survie épurée. Nous voulions que le public ressente la réduction de ces options sans s'en rendre compte consciemment, expliqua McAlpine des années plus tard. Alors que Dutch perd sa technologie et ses coéquipiers, nous avons systématiquement retiré des couleurs de l'image. Encore plus fascinante est la progression délibérée de la technologie des armes. Les spectateurs attentifs pourraient remarquer que le film présente une déévolution délibérée de la guerre. Le film débute avec du matériel militaire de haute technologie, des hélicoptères, des miniguns et des armes explosives. Au fur et à mesure que l'histoire avance, la technologie régresse. Dutch finit par abandonner complètement les armes modernes, se confectionnant des lances et des pièges primitifs à même la jungle, un commentaire visuel éloquent sur le rapport de l'humanité à la technologie et à la guerre. Ce qui est peut-être le plus souvent négligé, c'est l'utilisation systématique par McTiernan de l'espace vertical comme élément narratif. Le film débute avec l'équipe qui descend du ciel à bord d'hélicoptères, ce qui souligne leur puissance et leur supériorité technologique. Le Predator, quant à lui, n'est d'abord montré que dans les arbres, observant la scène d'en haut. À mesure que Dutch commence à cerner son ennemi, il se met à lever les yeux plus fréquemment. Le combat final déplace délibérément l'action du sol de la jungle vers le haut, dans les arbres. Dutch s'élève littéralement au niveau du Predator, à mesure que sa compréhension évolue. Ces motifs visuels n'étaient pas de simples choix aléatoires, mais des dispositifs narratifs méticuleusement élaborés que la plupart des spectateurs ne perçoivent qu'au niveau subconscient. Des manipulations subtiles qui font résonner Predator bien plus profondément que ne le laisserait penser son action de surface. Derrière les fusillades explosives et chargées en testostérone à l'écran, une bataille tout aussi féroce faisait rage entre le réalisateur John McTiernan et les dirigeants de la 20th Century Fox. Ce conflit, bien plus que n'importe quelle menace extraterrestre, a failli anéantir le film dans son intégralité. McTiernan avait une vision bien particulière pour son film Predator, une vision qui allait bien au-delà du simple pitch, Commando contre Alien, qui avait initialement servi à vendre ce projet. Il n'était pas intéressé par la simple réalisation d'un film de monstre conventionnel, mais plutôt par une analyse subversive de la puissance militaire américaine se retrouvant confrontée à un ennemi qu'elle ne pouvait vaincre par des moyens traditionnels. Le studio, cependant, avait donné son feu vert à un film d'action direct pour Schwarzenegger, espérant capitaliser sur le succès de Commando et de films similaires. Pause. Le studio n'arrêtait pas de demander plus d'explosions, plus de fusillades, a révélé plus tard le producteur John Davis. McTiernan insistait, voulant retarder la révélation de la créature et se concentrer sur le suspense. Le conflit s'est intensifié après la crise du nouveau design de la créature. Les dirigeants du studio, déjà inquiets du budget qui gonflait, ont commencé à exiger des modifications du scénario pour simplifier l'histoire et ajouter des éléments d'action plus conventionnels. Ils ont remis en question la décision de McTiernan de dissimuler le Predator pendant la majeure partie du film, arguant que le public payait pour voir le monstre lui-même et non pas uniquement sa perspective en vision thermique. McTiernan et Schwarzenegger ont alors formé une alliance improbable contre ces exigences. Arnold, reconnaissant que l'approche singulière du réalisateur
pourrait élever le projet bien au-delà d'un simple film d'action, a alors utilisé son considérable pouvoir de star pour protéger McTiernan des pires ingérences du studio. C'est Schwarzenegger lui-même qui a réussi à convaincre les dirigeants il fallait faire confiance à la vision du réalisateur pour une révélation progressive de la créature. Les discussions les plus intenses se sont déroulées autour du troisième acte du film, lorsque Dutch se retrouve seul face au Predator. Le studio souhaitait une bataille finale plus traditionnelle, avec Dutch utilisant les armes récupérées de son équipe pour un affrontement massif. McTiernan a insisté sur l'approche plus primitive et épurée que l'on voit dans le film final, une confrontation d'esprit plutôt que de puissance de feu. Ce choc philosophique représentait la différence fondamentale de vision. S'agissait-il d'un film sur le triomphe de la puissance militaire américaine ou bien d'une histoire de survie qui exigeait l'abandon de tout avantage technologique? Le compromis issu de ces conflits a finalement créé l'identité unique du film. Ni entièrement le spectacle d'action du studio, ni pleinement la vision subversive de McTiernan, mais quelque chose qui a satisfait les deux tout en les transcendant. Dans une des grandes ironies d'Hollywood, l'acteur qui a fait du Predator une icône du cinéma n'apparaît jamais au générique, a été engagé après le début du tournage et a improvisé les caractéristiques les plus mémorables de la créature sur le plateau. Lorsque la production a abandonné le design original de la créature, il leur fallait non seulement un nouveau costume, mais aussi un nouvel interprète. Kevin Peter Hall, un acteur de 2018 ayant l'expérience des personnages costumés, fut engagé avec peu de temps de préparation. Le casting fut fortuit au-delà de toute attente. Hall aborda le rôle non pas comme un monstre, mais comme un personnage doté de motivation et de psychologie. Si le script décrivait le Predator comme un simple chasseur, Hall a développé tout un langage corporel pour la créature. L'inclinaison de tête désormais iconique qui suggère la curiosité, l'improvisation de Hall, le style de déplacement de track Predator. Hall l'a développé en étudiant de grands félins aux zoos de Mexico pendant ses jours de congé. Je ne voulais pas être juste un gars en costume, a expliqué Hall dans une rare interview avant sa mort prématurée en 1991. Je voulais créer quelque chose qui semblait vraiment étranger, mais avec des motivations compréhensibles. Le plus remarquable, c'est que le son de cliquetis distinctif du Predator, désormais un élément emblématique de la franchise, n'était pas du tout dans le script. Hall a commencé à faire le bruit en costume pour l'aider à entrer dans le personnage. Les concepteurs sonores, l'ayant entendu pendant le tournage, l'ont intégré à la conception audio. Ce qui n'était qu'une technique personnelle d'acteur est devenu l'une des vocalisations de monstres les plus célèbres du cinéma. L'amère ironie de la contribution de Hall est que, malgré la création de l'une des créatures les plus mémorables du cinéma, il est resté largement anonyme pour le public. Alors qu'Arnold et ses co-stars ont acquis une grande notoriété, la performance de Hall est restée cachée derrière le masque du Predator. Plus tragique encore fut la mort de Hall des suites de complications liées au sida en 1991, juste au moment où le Predator s'imposait comme un monstre cinématographique iconique qui allait traverser des décennies de films. La créature qui faillit couler la production devint finalement sa planche de salut. Tout cela parce qu'un acteur sut voir au-delà des limites d'un costume de monstre et trouva le personnage en lui. Le Predator est devenu non seulement un adversaire, mais un personnage pleinement réalisé, avec des motivations et une personnalité, élevant ainsi tout le film. À sa sortie le 12 juin 1987, Predator a reçu des critiques mitigées, le New York Times le qualifiant de « macabre » et « ennuyeux ». Malgré cette ambivalence critique, il a démarré numéro 1 au box-office et a rapporté 88 millions de dollars pour un budget initial de 15 à 18 millions. Contrairement à la croyance populaire, Predator n'a pas été un phénomène instantané et retentissant. Bien qu'il ait connu un succès commercial certain en salle, il est resté initialement dans l'ombre des autres grands succès de Schwarzenegger. Les critiques l'ont en grande partie rejeté comme un énième film d'action sans cervelle, sans reconnaître la narration visuelle sophistiquée et les innovations de fusion des genres que McTiernan avait si habilement conçues. La véritable percée du film s'est produite avec l'avènement du marché naissant de la vidéo à domicile. Avec l'explosion des locations de VHS aux États-Unis, Predator est devenu l'un des titres les plus loués de la fin des années 80. Ce format a permis aux spectateurs de revoir et de remarquer les subtilités que la plupart des audiences en salle avaient manquées.
La progression visuelle soignée, le rythme délibéré, la profondeur thématique sous l'action. Le film a trouvé son public grâce au VHS, a noté Carl Weathers des années plus tard. Les gens le regardaient, y découvraient quelque chose de nouveau, puis rembobinaient immédiatement pour le revoir. Ce que les critiques avaient manqué, ce que le public a progressivement découvert, c'est à quel point le film mélangeait habilement les genres. Ce qui commence comme un film d'action militaire se transforme en film d'horreur slasher, puis se mue en thriller de survie primale. Ce saut de genre, jugé déroutant par certains critiques initiaux, serait plus tard reconnu comme une narration révolutionnaire. Les écoles de cinéma ont commencé à analyser les techniques de McTiernan, notamment son utilisation de la conception sonore et de l'espace négatif, pour créer de la tension. La célèbre scène où l'équipe tire aveuglément dans la jungle, dépensant des milliers de munitions sans rien atteindre, est devenue une véritable étude de cas sur la manière de visualiser la futilité et l'inadéquation technologique. Au milieu des années 1990, la réévaluation critique battait son plein. Ce qui avait été rejeté comme un autre film de Schwarzenegger était de plus en plus reconnu comme un film pivot qui avait redéfini la manière dont l'action et la science-fiction pouvaient se mélanger. La conception de la créature est entrée au panthéon des monstres classiques du cinéma, pose le Predator rejoignant le Xénomorphe, The Thing, et d'autres créatures emblématiques du grand écran, comme un véritable jalon dans l'histoire des effets spéciaux pratiques. Cette reconnaissance lente mais certaine a transformé Predator, passant d'un simple succès commercial à une véritable référence culturelle. C'est un film qui a réussi non pas grâce à sa réception initiale, mais bien malgré elle. L'ADN de Predator s'est propagé dans l'ensemble du cinéma, de façon manifeste et plus subtile, créant des ondes de choc qui ont transformé des carrières et influencé la production cinématographique à travers de multiples genres. Pour John McTiernan, Predator n'était que le début. Les techniques qu'il avait mises au point allaient évoluer directement dans son projet suivant, Piège de cristal, où il a perfectionné et affiné son approche de l'action en tant que développement du personnage plutôt qu'un simple divertissement spectaculaire. La confiance qu'il a acquise en protégeant sa vision sur Predator l'a enhardi à repousser encore plus les limites des conventions des films d'action, finissant par transformer et remodeler l'ensemble du genre. Pour les membres de la distribution, Predator a tracé des chemins divergents. Schwarzenegger a fermement établi sa position de star d'action prééminente à Hollywood, mais plusieurs membres de la distribution ont converti leurs expériences en des carrières tout à fait inattendues. Jesse Ventura a mis à profit sa nouvelle célébrité pour une carrière politique réussie, devenant finalement gouverneur du Minnesota. Bill Duke est passé derrière la caméra, devenant un réalisateur respecté qui allait contribuer à lancer la renaissance du cinéma noir des années 90. Le langage visuel du film a imprégné le cinéma d'action tout au long des années 90. Les séquences de combat de style guérilla, pose avec leur insistance sur le mouvement tactique, pose plutôt que sur les poses de héros, pose sont devenus le modèle fondateur pour toute une nouvelle génération de films d'action militaire. Pose. La perspective de vision thermique de la créature, pose a engendré d'innombrables imitations, pose s'imposant comme une technique standard, pose pour représenter les points de vue non humains. Ce qui est peut-être le plus important, Predator a légitimé le mélange des genres à une époque où les studios préféraient des catégories clairement définies. La fusion réussie d'action, d'horreur et de science-fiction dans le film a démontré que le public pouvait suivre des changements de ton plus complexes que les dirigeants ne l'avaient imaginé. Cela a ouvert la voie aux blockbusters, de plus en plus hybrides, qui domineraient les décennies suivantes. L'approche du film, en matière d'effets pratiques, combinant la performance de costumes avec des techniques optiques, a influencé une génération de cinéastes attachés à la conception de monstres tangibles. Même lorsque les images de synthèse ont commencé à dominer dans les années 1990, le Predator est resté un argument puissant pour l'impact viscéral des effets de créatures pratiques. De manière plus profonde, le thème sous-jacent du film, selon lequel la supériorité technologique n'assure pas la victoire, a résonné dans l'engagement du cinéma américain envers la puissance militaire à l'ère post-Vietnam. Predator est sorti à un moment crucial où Hollywood était en train de repenser la façon de dépeindre la force militaire américaine, et son message d'adaptation plutôt que de domination résonnerait dans les films pour les décennies à venir. Au-delà de ces avancées techniques et des performances qui ont marqué des carrières, Predator continue d'exister et de marquer les esprits parce qu'il a réussi à toucher à quelque chose de profond et de primal dans l'expérience humaine. C'est la peur universelle d'être chassé et l'impulsion à s'adapter et à surmonter l'échec des avantages technologiques.
À la base, au-delà des commandos musclés et des artifices de science-fiction, Predator est un film sur l'ingéniosité humaine triomphant face à une adversité écrasante. Le parcours de Dutch, de commandant d'une unité militaire de pointe à combattre avec des bâtons et de la boue, est une parabole puissante sur l'abandon des béquilles technologiques pour redécouvrir nos instincts de survie les plus fondamentaux. Ce thème résonne à travers les cultures et les époques car il parle de les anxiétés humaines fondamentales. Dans les années 1980, tandis que l'informatique commençait à transformer la société, Predator posait une question qui nous hante encore. Que se passe-t-il quand notre technologie ne peut pas nous sauver? La victoire finale de Dutch ne vient pas de sa puissance de feu supérieure, mais de sa compréhension de son environnement et de son ennemi. Un message de plus en plus pertinent dans notre monde dépendant de la technologie. Le film perdure aussi, car il subvertit subtilement l'archétype même du héros d'action qu'il semble célébrer. Si le marketing le présentait comme une vitrine de la domination physique de Schwarzenegger, le film, en réalité, déconstruit systématiquement cette image. Dutch ne gagne pas par la force, mais par la ruse. Ses muscles et ses armes, les outils traditionnels du héros d'action, s'avèrent inadéquats. Sa victoire n'arrive qu'après les avoir abandonnés. Cet élément subversif confère à Predator une profondeur que les spectateurs ne perçoivent peut-être pas consciemment, mais qui satisfait à un niveau plus profond que les films d'action habituels. Comme les meilleurs films de genre, il utilise sa prémisse fantastique pour explorer des préoccupations humaines très réelles concernant la vulnérabilité et l'adaptation. Quand on l'examine en révélant ses couches cachées, Predator se mue d'un simple film d'action en une méditation profonde et sophistiquée sur la nature humaine. Le chasseur extraterrestre sert de miroir, reflétant la propre histoire prédatrice de l'humanité tout en remettant en question notre présomption de domination. La question finale de Dutch à la créature « Qu'est-ce que tu es, bon sang ?» est en fait le film qui nous demande de considérer notre propre nature. C'est pourquoi, des décennies plus tard, de nouvelles générations continuent de découvrir et d'adopter ce film. Derrière les répliques cultes et les explosions spectaculaires se cache une histoire qui touche à quelque chose d'essentiel de l'expérience humaine. Notre peur d'être traqué, notre volonté de survivre et notre capacité à nous adapter quand tout ce qui nous est familier nous a été arraché. La prochaine fois que vous regarderez Predator, allez au-delà des explosions et des répliques cultes qui l'ont rendu célèbre. Remarquez avec quelle intention la caméra passe de vastes panoramas de jungle à des cadres de plus en plus claustrophobes. Observez comment la conception sonore élimine progressivement les éléments humains. Machines, tirs, voix, jusqu'à ce qu'il ne reste que la jungle elle-même. Reconnaissez comment chaque choix artistique, des costumes aux indices musicaux, sert le voyage central de l'histoire, de la complexité technologique à la simplicité primale. Ce que vous regardez vraiment, ce n'est pas qu'un simple film d'action avec un extraterrestre. C'est une véritable leçon magistrale de narration visuelle qui continue d'influencer les cinéastes du monde entier aujourd'hui. Les acteurs et l'équipe n'ont pas seulement réalisé un film, ils ont créé une expérience profondément viscérale qui nous pousse à remettre en question notre rapport à la technologie et à la nature, le tout habilement déguisé en blockbuster estival. Si vous avez trouvé ces révélations sur Predator particulièrement fascinantes, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez le détail caché qui vous a le plus surpris dans les commentaires ci-dessous. Après tout, les meilleurs films, tout comme les meilleurs prédateurs, gardent toujours quelque chose de dissimulé à la vue de tous.